Eh bien, rebonjour les amis et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Nous y travaillons tous de façon inconsciente, on le sait pas. On ne sait pas ce qu'on réalise, mais en réalité, on construit le paradis pour nos futurs descendants. Il faudra quelques siècles encore de travail, peut-être 3, 4, 5, peut-être 10 siècles, peu importe. L'humanité, elle a le temps. Elle a déjà, ça fait quelques centaines de milliers d'années que nous sommes en train de travailler cette évolution. Et bien avant d'ailleurs en plus. Voilà. Et donc, voilà, cette évolution, j'essaye de l'éclairer. C'est un peu le but de ce travail, de la comprendre rationnellement, de l'analyser rationnellement pour démontrer que c'est pas quelque chose de farfelu, c'est bien, d'après mon analyse, nous étions des primates naturels, nous sommes arrivés à ce point de l'évolution de l'humanité, et si on continue la ligne d'évolution qui me paraît logique et qu'on peut éclairer, c'est-à-dire la maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressive de l'environnement, la maîtrise progressive du questionnement. Ces trois grands travaux d'Hercule, en somme, si on les prolonge, on atteint un homme qui est entièrement un humain, qui a entièrement maîtrisé son comportement, qui a entièrement, donc il n'est plus un loup pour l'homme, qui est au contraire dans la fraternité absolue, et donc avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire plus besoin de frontières, plus besoin de possession, de choses comme ça, tout mis en commun, et ça c'est ce qui attend l'humanité dans cet état de perfection. La maîtrise progressive de l'environnement, et on voit bien qu'on a toujours tâché de le maîtriser, cet environnement, mais de façon inconsciente et donc dangereuse. On l'a abîmé, on a abîmé notre environnement. Et là, on vient de rentrer dans l'ère de l'écologie. Alors, c'est un gros tank, l'évolution de l'humanité. C'est lent, c'est quelque chose qui peut pas se faire en un claquement des doigts, mais on voit bien qu'on est rentré dans cette nouvel état d'esprit, dans cette nouvelle ère. Et donc, dans un siècle, même peut-être avant, on aura atteint un 100% écologique. On l'atteindra. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas faire autrement que d'atteindre ce 100% écologique. C'est-à-dire plus aucun impact négatif sur la planète. Et la maîtrise progressive du questionnement, là, les scientifiques s'y affairent. Les scientifiques, mais pas que, les théologiens, les psychologues, etc., qui cherchent à comprendre ce monde, pourquoi il est comme ça, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, qu'est-ce que c'est que cette matière, à quoi ça correspond, est-ce qu'elle est réelle, est-ce que c'est une illusion, qu'est-ce qu'il y avait à l'origine de l'univers, qu'est-ce qui a mis en œuvre ce Big Bang ou autre chose qui a créé cet univers, pourquoi il y a cet univers, etc. Tout ça, il y a des millions là d'esprits qui sont au travail et qui cherchent à répondre à ça. Voilà. Alors ça, c'est pour la présentation. Donc, pour démontrer cette théorie, je m'appuie souvent sur des podcasts que j'écoute sur France Culture. Et là, j'ai commencé sur la série qui était consacrée à François Châtelet, un conteur hors pair, un philosophe vraiment très intéressant, sur l'histoire de la raison, comment la raison évolue au sein de l'humanité, justement, et devient de plus en plus matérialiste, on va dire. Et là, on arrive à l'épisode 18 sur 20. Il y a 20 épisodes et c'est le 18e. La lutte des classes avec Marx et Engels. Et donc, c'est la deuxième vidéo à ce niveau-là. Alors,
je découvre, j'écoute, je commente, ou je fais des digressions, voilà. Ça me permet de faire évoluer cette théorie. Et bien souvent, ça s'éloigne un petit peu dans tous les sens parce que mon cerveau est constitué comme ça. Et je suis plutôt du genre autiste, voilà, avec un porteur de TSA, et donc j'ai un cerveau qui va s'engrainer tout seul sur des choses, voilà, qu'il juge, et c'est un principe de créativité en somme. Voilà, alors on lance, je relance la lecture et on commence. Mais le gouvernement effectif doit être assuré par des gens qui connaissent. Voilà, donc, en somme, c'est l'inventeur de la bureaucratie technocratique. Oui, et puis de l'ENA, voilà, de tous ces... On parle d'Hegel, là. En fait, Hegel, c'est lui qui met le pied à l'étrier de Marx et de Engels, en somme. Et donc, Hegel parle de l'État, comment il doit se constituer, pourquoi il est la base de la raison, de la rationalité. À ce détail près que pour lui, la raison, c'est la grande raison classique, ce n'est pas encore, comme dans nos États contemporains, la rationalité scientifique ou à prétention scientifique. De laquelle on va sortir, parce que la rationalité, pour l'instant, elle est que scientifique. Mais comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, pour comprendre le monde, il faut la rationalité, mais il y a une autre façon d'atteindre la vérité, et d'ailleurs c'est la seule façon pour atteindre la vérité absolue, la vérité profonde, c'est à travers l'extase, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle ça, c'est-à-dire que c'est les organes, que c'est le corps qui ressent la vérité. C'est plus du tout l'esprit. L'esprit est vide, il est posé dans l'immédiat, en contemplation de la vie, en vivant... en étant vécu de l'intérieur, en somme. Et là, il peut être en fusion avec le principe qui anime les atomes, qui anime la nature, qui est le principe sous-jacent sous la nature, le principe immatériel qui constitue la matière, et la nature, Dieu, en fait, comme en parle Spinoza. C'est-à-dire Dieu, c'est la nature, mais c'est la nature. Dieu, dans son essence, c'est la nature immatérielle, ce qui constitue la matière, ce qui constitue les atomes, mais qui, quand on les analyse, on voit que c'est plus que de l'énergie, plus que des déplacements de particules, mais qui sont immatériels. Donc Dieu, il est immatériel, et c'est au contact de ça qu'on comprend la vérité organiquement. Après, les vérités raisonnables, à travers la raison, c'est les vérités qui constituent l'univers solide, l'univers matériel. Alors oui, l'univers matériel, les vérités, c'est, il y a la force attractive, il y a la force faible, il y a le tout corps plongé dans un liquide, etc., etc. Toutes les lois qu'on connaît, et ça, c'est pour comprendre la raison matérialiste, mais qui en fait est illusoire, mais qui est, on n'atteint pas la vérité avec ça. On atteint une vérité technologique, mais qui n'est pas la vérité, qui est l'illusion de la vérité, et qui nous sert à construire cette humanité pour la mener à sa perfection. Et cette perfection, c'est l'extase facile, entre autres. C'est le paradis dont j'ai parlé, mais c'est aussi l'accession à l'extase facile. Cet état hegelien apparaît comme une pyramide, à la base les familles, au milieu le système économique et au-dessus la hiérarchie des fonctionnaires recrutés en fonction de leurs connaissances, de leur talent, et chargés de gérer par le calcul l'intérêt général.
Voilà. Alors c'est là où c'est là où il manque quelque chose dans cette rationalité. On peut gérer la société par les calculs, mais il faut le QE aussi. Le QI permet de gérer les choses, mais il faut aussi la bienveillance, l'amour, la fraternité, l'entraide, etc. Le coefficient émotionnel. Et on n'est parti que sur le rationnel. Et le rationnel, il lui manque une patte. Il lui manque la patte du spirituel pour marcher correctement. Là, il est à cloche-pied. Et on n'est que dans le rationnel. Et on voit ce que ça donne. 40 ans de rationnel avec le néolibéralisme tout puissant. On voit qu'on n'est pas heureux. C'est pas un monde qui nous rend heureux du tout. Parce que sinon, il anticiperait. Vous verrez que les réseaux sociaux, les nouvelles technologies nous rajoutent, encombrent notre esprit. Donc, on diminuerait le travail pour pouvoir vivre plus cool, plus tranquille, etc. Il y aurait la société, si elle voulait être bienveillante, elle rendrait le peuple heureux. C'est pas ce qu'elle fait. Elle prévoit qu'entre les fonctionnaires et les représentants des intérêts particuliers auront lieu des discussions à l'intérieur d'organismes spécialisés, discussions ayant pour fin d'apparier l'intérêt universel que les fonctionnaires connaissent et les intérêts privés de ceux qui, très légitimement, parmi les professionnels, veulent défendre ceux-ci. Deux très bons esprits contemporains, comme Alexandre Kojève et Éric Veil, ont considéré que la description faite par Hegel de l'État moderne, en 1821, était valable pour nos États actuels. Je laisse à chacun le soin d'y réfléchir. Oui, au fond, cette forme de l'État, c'est bien celle qui fonctionne actuellement, quels que soient les régimes, qu'ils se disent libéraux ou socialistes. Or, il se trouve que ce texte fondamental de Hegel va déclencher la réflexion de Marx. Le jeune Marx appartient, ayant achevé ses études de droit, à ces milieux que l'on dit hegeliens de gauche, qui, à Berlin, constate que le nouveau souverain, Frédéric Guillaume IV, qui a pris le trône de Prusse en 1840, ne tient absolument pas les promesses qu'il avait faites et qu'il a maintenu le pouvoir autocratique, aussi autocratique que celui de Saint-Pétersbourg. Ces jeunes gens développent donc une critique acerbe de l'État prussien, ce qui leur vaut d'ailleurs d'être poursuivis par la police et sans arrêt censurés. Cependant, Marx se distingue bien vite de ses amis hegeliens de gauche par le fait suivant. Non, ça n'a pas vraiment changé en fait, parce que dès qu'une critique est vraiment puissante et qu'elle est médiatisée, tant qu'elle n'est pas médiatisée, ils s'en fichent. Les dominants, si vous faites 50 ou 100 vues, ils s'en fichent de votre esprit critique. Mais dès que vous prenez le pouvoir, dès que vous êtes dans les médias, dès que vous êtes médiatisé, là, ça ne marche pas. Bon, on l'a vu avec Bourdieu dans les années 80, 70, 80, 90, là. Ils l'ont écarté direct des médias. Il était dangereux, etc. Et encore là, ça a été... Bon, c'est un avantage, hein, parce qu'avant, ils étaient enfermés, des fois liquidés. Donc maintenant, l'évolution, elle est... tu peux toujours causer, on t'écarte du micro et c'est tout. Voilà. Donc c'est une évolution dans le système, dans la régression de la violence. Mais voilà, le système dominant ne supporte toujours pas la contradiction. Avaient coutume de considérer
que le modèle proposé par Hegel est un modèle progressiste. Et toute leur activité de critique du gouvernement prussien consistait à chanter les louanges de Hegel contre ce gouvernement prussien. Or, Marx, qui est en somme meilleur lecteur de Hegel que les disciples de Hegel, se rappelle, lui, que Hegel n'a jamais voulu que son système fût considéré comme un modèle. Il a toujours dit qu'il décrivait ce qui est. Dès lors, les hegeliens de gauche sont des gens qui disent le modèle hegelien est vrai en théorie, mais il est faux en pratique, il est faux historiquement. Il faut trouver un modèle. C'est une faute de l'histoire. Marx, qui est plus hegelien qu'eux, déclare que l'histoire ne peut pas avoir tort et que si le système hegelien est faux historiquement, s'il est faux en pratique, c'est qu'il doit être faux en théorie. Et du coup, il se met à relire attentivement Hegel. Ça, c'est intéressant. Il se met à relire attentivement Hegel, non seulement pour en dénoncer les inconséquences logiques, mais aussi pour confronter le discours hegelien à la réalité politique de son temps. Ah oui, d'accord. Je ne peux malheureusement pas entrer dans les détails. Dommage. Mais ce que le jeune Marx découvre, qui est au fondement de sa pensée, c'est que l'État n'est en aucune manière un arbitre qui serait situé au-dessus de la société civile, en ayant pour mission d'introduire l'unité là où elle risque d'éclater. Entre donc la bourgeoisie et le prolétariat, entre l'oligarchie et le peuple. Donc l'État, normalement, il devrait, selon Hegel, il est quelque chose au-dessus qui permet de gérer la relation entre bourgeoisie et ouvriers et prolétariat. Mais et c'est pas le cas. Cet État est un produit de la société civile. C'est un produit de l'oligarchie. Et c'est ça le problème. Tant qu'il n'était pas produit, on a connu cette période où il n'était pas trop produit par l'oligarchie. C'est la sortie de la guerre 39-45, quand le comité de la résistance a pris le pouvoir, avec De Gaulle plus tard, etc. L'oligarchie filait droit. Écouter De Gaulle, écouter le comité de la résistance, était obligé de se fondre dans le truc et ne cherchait pas à être au pouvoir. Il squattait pas le coucher et le lever du président. Maintenant, c'est le cas. Maintenant, l'oligarchie, elle est complètement en prise avec nos chefs de l'État. Et c'est depuis Mitterrand, on pourrait dire, hein, depuis les années 40, depuis les années 80. Et donc, à ce moment-là, l'État a basculé du côté de l'oligarchie. Et donc, il n'est plus le protecteur du peuple pour protéger le peuple de la voracité des dominants, qui est naturelle. Leur voracité, on ne peut pas la critiquer. C'est ce qui fait toute leur énergie, voilà, le patronat, il apporte quelque chose à la société. Mais il faut qu'il soit régulé, il faut qu'il soit géré, il faut qu'il ait un contre-pouvoir, il faut qu'il ait un pouvoir qui le maîtrise. Et là, c'est pas le cas. Et donc, dès que c'est plus le cas, c'est fini. Il ravage classiquement le peuple. Il peut pas faire autrement. Il ravage les acquis, il fait travailler les ouvriers au pas de course, il les rend malheureux. Voilà, il fait chier, quoi, en gros. Les multiples recherches. Et il a raison que ça finit toujours par ça. Parce qu'en fait,
à un certain moment, le pouvoir, même s'il s'intéresse au peuple, le système de l'oligarchie va finir par le modifier, par le squatter, voilà, quand ça a été la période du Front populaire, ben l'oligarchie s'est organisée pour lui mettre des bâtons dans les roues, pour que ça marche pas, pour faire monter une extrême de l'autre côté pour le renverser, pour faire la guerre, etc., etc. Mais ils trouvent toujours les moyens de pouvoir, de chercher à prendre le pouvoir. C'est sa nature. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder en face. Tant qu'on comprendra pas ce mécanisme où le patronat veut prendre le pouvoir, eh ben on le laissera prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre, soit par la manipulation, c'est ce qui s'est passé avec Mitterrand, puis après Sarkozy, puis etc., etc. Il a réussi à s'immiscer dans le système, etc., en disant c'est la mondialisation, il faut soutenir les patrons, sinon on va mourir. Et ben voilà, donc il s'est organisé à faire une mondialisation. Au lieu de faire une mondialisation respectueuse, il a fait une mondialisation de fous furieux, où les mecs étaient en compétition de tous les côtés, donc il fallait aller délocaliser, aller refaire des esclaves dans des pays sous-développés, etc. Enfin, voilà, mais c'est le patronat mondial, globalement, qui a préféré une compétition farouche à une compétition respectueuse. Il pouvait choisir une compétition respectueuse. C'est pas ce qu'il a fait. Et donc, voilà où ça a conduit. Affaire avec son tout récent ami Engels lui montre avec beaucoup de clarté que les grands États européens sont en fait gouvernés non par un souverain qui planerait au-dessus de la réalité, mais par des gouvernements qui, peu ou prou, sont liés avec les classes dominantes qui dominent économiquement, c'est-à-dire avec les classes bourgeoises, celles qui possèdent la propriété privée des moyens de production. Je découvre en même temps la vidéo. Et évidemment, c'est évident que le pont, on peut le faire avec ce qu'on est en train de vivre. Et ce mécanisme, il faut l'éclairer. Nouvelle évidence donc, qui s'impose. Marx l'a éclairé, mais malheureusement, ça a été mal appliqué derrière par les dictatures qui sont devenues l'URSS, etc. Et donc, le fait que ça soit mal appliqué, que ça soit pris en main par des criminels et que ça ait fini en crime, eh ben, a décrédibilisé, bien sûr, ça. Et évidemment, le capitalisme a sauté sur l'occasion pour dire, voilà, vous voyez bien, il faut rester sur le capitalisme parce que le communisme, c'est un système criminel, etc., etc. Et ça, c'est juste parce que c'est des hommes qui l'ont installé. Mais en même temps, il y avait dans le communisme pas suffisamment de garde-fous non plus intellectuels pour dire c'est pas une dictature du prolétariat. Si on fait la dictature du prolétariat, c'est un problème. Si on rentre dans l'autoritarisme, c'est un problème. Si on ne voit pas la liberté, l'importance de la liberté, c'est un problème. Si on écarte le spirituel, c'est un problème, etc. Tout ça, il ne pouvait pas prendre en compte tout ça, Marx, malgré le génie que c'est, parce que c'est un génie, et Engels également, mais il pouvait pas prendre en compte toutes ces données-là, parce que il fallait passer par l'expérience catastrophique pour pouvoir dire non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. À Marx et à Engels est décisive. C'est elle qui est à l'origine de cette fameuse formulation qui se trouve au début de l'idéologie allemande, un autre texte de Genèse de Marx qui paraît 2 ans après la critique de la philosophie du droit
de Hegel. Ah, donc oui, il était presque contemporain alors, de Hegel. Phrase selon laquelle il n'y a qu'une seule science, c'est la science de l'histoire. Nous ne connaissons qu'une seule science, celle de l'histoire. L'histoire peut être examinée sous deux aspects. On peut la scinder en histoire de la nature et histoire des hommes. Les deux aspects, cependant, ne sont pas séparables. Aussi longtemps qu'existent des hommes, leur histoire et celle de la nature se conditionnent réciproquement. L'histoire de la nature, ce qu'on désigne par science de la nature, ne nous intéresse pas ici. Par contre, il nous faudra nous occuper en détail de l'histoire des hommes. En effet, presque toute l'idéologie se réduit ou bien à une conception fausse de cette histoire, ou bien aboutit à en faire totalement abstraction. L'idéologie elle-même n'est qu'un des aspects de cette histoire. Marx et Engels décident dès lors de se livrer à des analyses historiennes extrêmement précises, de se documenter non seulement sur la politique au sommet, c'est-à-dire sur la politique gouvernementale, mais aussi et surtout sur les activités de la classe ouvrière qui entre en lutte pour des raisons économiques, dans le cadre économique, contre ceux qui les exploitent. Et du coup, peu à peu, se forge ce qui va être leur instrument de recherche et qu'ultérieurement, ils appelleront le matérialisme historique. Oui, parce que le matérialisme historique, au départ, ce n'est pas du tout une philosophie, c'est bel et bien un instrument de lutte. On va arrêter là sur cette vidéo. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Si vous pensez que ça a un peu d'intérêt pédagogique, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis et vous pouvez laisser des commentaires. Et tout ça augmente la visibilité du site, de l'espace. Donc le nombre de gens qui prennent conscience que l'humanité a peut-être un sens. Et que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons peut-être un sens, que c'est pas absurde de vivre, qu'il y a du sens à notre existence, puisqu'on travaille pour nos descendants futurs. Voilà. Et qu'on construit une pure merveille, puisqu'on construit le paradis. Voilà, les amis. Je vous remercie en tout cas de votre bienveillance et de votre présence silencieuse parfois, mais que je ressens. Au revoir, à bientôt.